messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 15 juillet 2014, une explosion dans un entrepôt d'explosifs dans le quartier Larlé à Ouagadougou faisait des morts, des blessés et des sinistrés. Un an après, les sinistrés sont encore dans le désarroi. Ce matin, une marche a été organisée pour commémorer ce triste anniversaire. Un message a également été transmis. La réponse du gouvernement dans ce journal. Le corps électoral convoqué conformément au texte, le décret a été adopté ce jour même en Conseil des ministres. C'est dire que l'élection présidentielle et les élections législatives se tiendront à bonne date. Que referme donc cette notion de corps électoral? Plus de précisions dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à tous. L'hebdomadaire Conseil des ministres est tenu ce mercredi au palais de Kosiam. À son ordre du jour, plusieurs dossiers, au nombre desquels on peut retenir l'adoption de 2 décrets portant convocation du corps électoral pour le 11 octobre, un décret portant renouvellement du mandat de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'adoption d'un projet de loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et phonique. La synthèse des travaux avec Sanzeo Gresséré. À l'initiative du département de l'administration territoriale, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant respectivement sur la convocation du corps électoral pour le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre et les élections législatives. Nous avons échangé avec la CENI qui a souhaité, dans le cadre de la réception des candidatures qu'elle envisage faire entre le 24 juillet et le 1er août, que nous puissions donc procéder ainsi de façon à mieux encadrer donc les démarches. Donc c'est peut-être une innovation cette année, mais c'est également un signal pour montrer aux uns et aux autres que véritablement le processus électoral est engagé et que les élections sont envisagées donc pour le 11 octobre tel que prévu. Pour ces 2 décrets, la prise en compte des candidatures indépendantes est une particularité qui mérite l'attention. Nous savons que les dispositions donc du code électoral en la matière imposent donc la formation de listes et que cette liste-là soit donc reconnue 70 jours avant. Et donc nous avons fait une requête au Conseil constitutionnel pour qu'elle se prononce définitivement sur l'interprétation qu'il convient d'avoir donc sur cet aspect-là. Le Conseil des ministres s'est également penché sur les élections consulaires au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le département du commerce a introduit un dossier relatif au renouvellement de l'Assemblée consulaire dont le mandat arrive à échéance en octobre 2015. Il y a eu des contestations par rapport à cette Assemblée qui est actuellement en place. Il a été proposé au gouvernement de procéder à l'élection et à la mise en place d'une nouvelle Assemblée consulaire. Le département de l'agriculture a introduit au Conseil un projet de loi d'orientation agro-silvo-pastorale, halieutique et phonique. C'est une loi qui vise à mieux structurer toutes les activités qui interviennent en matière de développement rural. Donc ça veut dire l'agriculture, l'élevage, la foresterie, tous ceux qui font pêche et aquaculture, etc. et même la faune. Avec cette nouvelle loi, le Burkina disposera désormais d'un cadre juridique pour moderniser son agriculture. Avec l'adoption du décret par le gouvernement convoquant le code électoral, plus de doutes sur le respect du calendrier des élections présidentielles et législatives. Mais que referme cette notion de corps électoral? Pourquoi le convoquer? Décryptage à Adama Guiti, Maxime Zongo. D'après l'article 42 du Code électoral, le corps électoral se compose de tous les Burkinabés des 2 sexes âgés de 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et politiques inscrits sur une liste électorale et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Simplement, le corps électoral est l'ensemble des électeurs. Pour une élection déterminée, c'est l'ensemble de ceux qui peuvent voter. C'est l'ensemble des citoyens qui remplissent les conditions du vote et qui se sont inscrits sur les listes électorales. Si on veut, c'est le stock électoral. C'est le stock des citoyens qui va participer à l'élection. Selon l'article 145 du Code électoral, le corps électoral est convoqué par décret au plus tard 30 jours avant l'élection.
Ici en amont, la loi ne précise pas la limite maximum. On peut en tirer deux leçons. Premièrement, c'est que les autorités sont vraiment résolument orientées vers l'organisation des élections le 11 octobre prochain. L'intérêt de convoquer le corps électoral en ce moment, c'est de laisser suffisamment de temps à la CENI de s'organiser. Cette adoption donne donc feu vert à la CENI de mettre en branle ses instances d'exécution des opérations électorales. Avec la certitude que les élections vont se tenir à bonne date, les préparatifs vont s'intensifier et le processus va passer à une vitesse de croisière. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition décrète, article 1, il est créé auprès de la présidence du FASO un organe dénommé cadre de concertation de sages. Article 2, le cadre de concertation de sages est un organe de médiation ayant pour mission d'œuvrer en tant que besoin ou en temps de crise au rapprochement des positions des acteurs politiques, militaires et civils. Article 3, le cadre de concertation de sages est composé de personnalités choisies, intuitu personae en fonction de leur expérience, intégrité morale, probité, patriotisme et disponibilité. Article 4, sont membres du cadre de conseil du cadre de concertation de sages, Sa Majesté le Moro Naba Baongo, Son Excellence Monsieur Jean-Baptiste Ouedraogo, ancien chef de l'État, Son Éminence le Cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, et Révérend Samuel Yamiogo, président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, Son Excellence l'archevêque Paul Ouedraogo, président de la Commission de la Réconciliation nationale et des réformes, El Hadj Oumarou Zungrana, premier vice-président du mouvement sunnite au Burkina, El Hadj Adamani Kiema, président des associations islamiques du Burkina, et Révérend Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation, Maître Frédéric Titenga Passéré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur Pierre Claverdaba, ancien ministre, Madame Bibiane Koné, médecin, Monsieur Adama Fofana, ancien président du Conseil supérieur de l'information, Monsieur Moussa Sanogo, magistrat à la retraite, Madame Alice Tendre-Beogo, ancien ministre, Madame Marie-Thérèse Ouedraogo, administrateur civil à la retraite. Toute autre personne remplissant les critères prévus à l'article 3 peut être désignée comme du cadre de concertation de sages. Article 5, le cadre de concertation de sages se réunit à la demande du président du FASO ou s'auto-saisit à chaque fois que la situation nationale l'exige. Article 6, le cadre de concertation de sages peut convier à ces séances toute personne ressource. Article 7, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 15 juillet 2015 et c'est signé par le président de la transition, président du FASO, Michel Kafando. Cet autre communiqué, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants porte à la connaissance du public que, contrairement à certaines informations véhiculées sur le contenu de la rentrée en cadre de concertation des sages et les représentants des forces armées nationales, il n'a nullement été question d'une remise en cause de la limite d'âge des personnels militaires des forces armées nationales. La limite d'âge adoptée par la loi numéro 019-2005/CNT du 5 juin 2015 n'a fait l'objet d'aucun échange et demeure un acquis pour les personnels militaires des forces armées nationales. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants en appelle aux représentants de médias pour relayer l'information juste en prenant la précaution de s'informer auprès des services compétents du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et c'est compter sur la volonté de tous de contribuer à l'apaisement des esprits par la délivrance d'informations crédibles et justes. Pour le ministre et par délégation, le secrétaire général. Et enfin, la direction générale du protocole d'État communique à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des clés aux personnes affectées par le projet de construction de l'aéroport de Doncin. La cérémonie placée sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu sur la place de la Cité à Taonso, c'est à Zignari dans l'Oubritanga, le jeudi 16 juillet à partir de 8h.
On en vient à ce triste anniversaire. Le 15 juillet 2014, une forte explosion retentissait dans le quartier Larlé de la ville de Ouagadougou. Ce matin, l'association des sinistrés de l'explosion et la coalition de lutte contre la vie chère des arrondissements 1 et 2 ont organisé une marche commémorative. Le drame avait fait des morts, des blessés et des dégâts matériels. Draman Guéné. Ils ont été durement éprouvés suite à la déflagration d'un entrepôt d'explosifs dans le quartier Larlé de Ouagadougou. C'était il y a un an. Cette violente explosion a fait de nombreuses victimes, 5 morts officiellement, plus d'une vingtaine de blessés, des sans-abri, une psychose générale des habitants traumatisés, des maisons d'habitation ou de commerce partiellement ou totalement détruites avec leur contenu. Ce 15 juillet, l'association des sinistrés de l'explosion de Larlé et la coalition contre la vie chère CCVC des arrondissements 1 et 2 commémorent ce triste anniversaire par cette marche dite d'interpellation des autorités burkinabées pour plus de lumière sur le dossier Larlé. Que demandent les sinistrés de l'explosion depuis un an durant? Leur relogement sur le site explosé dans des maisons construites, reconstruites. Le dédommagement des victimes qui ont perdu leurs biens ou dont les biens ont subi une dégradation du fait de l'explosion. Le remboursement des frais d'ordonnance et de scolarité péniblement honorés par les victimes. L'indemnisation des ayants droit des victimes décédées. Nous avons bien reçu votre lettre d'interpellation et nous allons transmettre à qui de droit. Soyez-en rassurés. Les sinistrés sont passés aux oubliettes, conviction de ces marcheurs qui plaident donc pour un soutien des Burkinabés à leur égard. Et le ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale dit prêter oreille attentive à cette lettre d'interpellation sur le contenu et les suites à donner à ce dossier. Le gouvernement de la transition compte donner donc une suite. Idriss Asséré a recueilli les propos de la ministre. Nous l'écoutons. J'ai reçu le message que j'ai livré à son Excellence le Président du Faso aujourd'hui même en conseil. Et ils reviennent sur la problématique de leur prise en charge, de leur logement, de leur dédommagement, etc. Je crois que nous héritons d'un vieux dossier qui a été traité. Mais de quelle manière, nous ne le savons pas. Et personnellement, je crois que d'une part, ils ont un peu raison. Il semblerait qu'ils ont contacté mes services le 23 mars et le 5 mai, mais je n'en ai pas été informé. Ce n'est que le lundi que ma sécurité m'a donné l'information et j'ai travaillé sur le dossier jusqu'à maintenant. Mais qu'ils ne s'en fassent pas, c'est entre nos mains maintenant. On va revenir là-dessus et sur instruction de son Excellence le Président du Faso, je crois que dans les jours à venir, chaque ministère concerné va produire des informations pour qu'on puisse remettre le dossier au bout du jour. Un an après cette terrible explosion, quelle est la situation sur le terrain à Larlé? Certains sinistrés tentent tant bien que mal de se relever. D'autres, par contre, sont toujours dans le dur et attendent quelconque soutien. Constat, Isaka Ouedraogo ou Jean-Emmanuel Ouedraogo. 15 juillet 2014, une terrible explosion secoue le quartier Larlé. Bilan immédiat, 2 morts et une quarantaine de blessés, mais aussi d'importants dégâts matériels. Des dizaines de maisons des environs sont soufflées par la déflagration. Un an après, les stigmates sont toujours là. François Zungrana a perdu son enfant de 3 ans et il ne reste plus rien de son domicile. Comme lui, beaucoup de sinistrés sont toujours sur le carreau. Leur espoir, une intervention éventuelle des pouvoirs publics, mais leur patience a atteint ses limites. Notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est la reconstruction de nos maisons. Pour le reste, on verra. Lassés d'attendre, les mieux nantis, eux, ont dû tout reconstruire par leurs propres moyens. Le gouvernement ne nous a rien donné. Et même qu'après le départ de la gendarmerie, les voleurs ont pillé nos biens. De nombreux commerçants ont également été affectés par la catastrophe. Eux aussi ont leurs revendications. Nous nous sommes endettés pour relancer nos activités. Nous demandons de l'aide pour le remboursement.
Dès les premiers moments et dans l'urgence, c'est ici au service de l'action sociale de Basse-Cuire que les sinistrés ont été accueillis. L'urgence est passée, mais concernant la réhabilitation tant attendue par les sinistrés, les choses ne sont pas si simples. Par moment, avec les sinistrés, quand nous échangeons, certains ont l'impression qu'il faut indemniser. Voilà. Or, nous parlons de relèvement, d'aide. Voilà. Donc, il y a ces dimensions qu'il faut prendre en compte dans la gestion du dossier. L'indemnisation, c'est si on avait fait porter le préjudice à vraiment un auteur bien connu qui allait supporter les dommages que ces populations qui ne souhaitaient pas ce sinistre ce dommage qui a été occasionné. Mais là, les services de secours de l'État sont là pour d'abord extraire ces citoyens touchés de cette situation difficile. En attendant une éventuelle aide à la reconstruction, l'action sociale se veut rassurante. 1 an après la catastrophe, ces services restent aux côtés de ceux qui sont toujours dans le besoin. Et ces personnes devenues vulnérables sont justement prises en compte dans la politique nationale de protection sociale. Ce cadre de référence est en fait une réponse à l'aggravation de la pauvreté et au phénomène de l'exclusion sociale. Journalistes et communicateurs sont retranchés à Combisiri pour se pencher sur cette politique sous l'égide du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Les enjeux avec Issa Kafando et Yolande Nompo. Les médias, dans leur diversité, peuvent être de puissants relais dans la diffusion des informations relatives à la protection sociale. Dans la perspective de favoriser leur implication dans les actions de communication visant une meilleure connaissance et compréhension de la question, le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale renforce les capacités de 25 journalistes et communicateurs des médias publics et privés. La politique nationale de protection sociale a été adoptée en Conseil des ministres le 6 septembre 2012 et ces hommes de médias ont 72 heures pour s'approprier son contenu à travers 5 communications. Vous avez donc des programmes, des filets sociaux qui permettent justement de tendre la main aux plus vulnérables d'entre nous. Vous avez également des programmes d'assurance maladie universelle pour permettre à la majorité, sinon à tous les Burkinabés, de pouvoir se soigner grâce à la solidarité. Vous avez aussi des programmes allant dans le sens du travail décent des Burkinabés. Donc c'est l'ensemble de ces programmes-là qui vont constituer véritablement le plat de résistance. Ce séminaire devrait également permettre de jeter les bases d'un partenariat entre les professionnels des médias et le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Cap à présent sur l'hôtel du député où ont été examinés et validés 4 projets de loi concernent des accords de près de plus de 65 milliards de francs CFA. Les députés du CNT activent ainsi la réalisation de la centrale solaire de Zaktouli et celle du projet d'aménagement de la route nationale numéro 4. Aimé Solange Guigma pour le compte-rendu. La représentation nationale a donné son feu vert à l'accord de prêt entre le Burkina et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement partiel du projet d'aménagement de la section urbaine de la route nationale numéro 4 à un montant de 22 milliards 385 millions de francs CFA. Ça permettra de poursuivre les procédures d'attribution des marchés et éventuellement le démarrage des travaux. Il s'agit d'un projet qui ira de l'échangeur de l'Est et à l'interconnexion entre la route nationale numéro 3 et numéro 4. Le deuxième dossier validé par les 64 votants du jour, également un accord de prêt entre le Burkina et la Banque européenne d'investissement en vue de financer la construction de la centrale solaire de Zaktouli à hauteur de 46 milliards 244 millions 968 500 francs CFA. Objectif, améliorer la qualité du service électrique et promouvoir les énergies renouvelables. Les 2 autres dossiers validés à l'unité des votants sont des conventions de coopération. L'une pour faciliter la délimitation et la démarcation frontière État et l'autre pour permettre le transfert des capitaux et des investissements et la promotion des échanges commerciaux entre les États membres de l'Organisation de coopération islamique.
Près de 822 millions de francs CFA injectés cette fois dans un projet de consolidation de la démocratie et la cohésion sociale au Burkina. OCADES et CRS Burkina en sont les initiateurs. Les organisations non gouvernementales ont également procédé à la signature d'une convention de consolider les acquis dans le domaine du développement humain intégral des populations. Les précisions, c'est dans ce reportage que signent Mok Aoudraogo et Ini Walkoy Janine Kambiri. Le protocole d'accord entre l'OCADES Caritas Burkina, structure de la pastorale sociale de l'Église catholique du Burkina Faso, Catholic Relief Service, établit une entente mutuelle sur leur relation dans l'élaboration de programmes de développement humain intégral des personnes défavorisées et vulnérables du Burkina Faso. Nous nous sommes engagés ensemble à nous aider, à apprendre l'un de l'autre. Mais particulièrement, le CRS s'est engagé également à mobiliser des ressources, également pour venir travailler avec Caritas dans leurs initiatives de promotion du développement humain intégral. Une campagne de souscription pour l'appui aux études supérieures et à la formation professionnelle des jeunes filles est lancée. Nous entrons dans une chaîne de solidarité qui permettra à des milliers de jeunes filles de réaliser leurs rêves et d'être des modèles, des valeurs sûres pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Au cours de la cérémonie, il a été aussi procédé au lancement du projet Consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale au Burkina Faso dans la période 2015-2017 avec un budget global d'environ 822 millions dont 243 millions mobilisés pour le moment. Un projet élaboré après l'insurrection qui traduit la volonté de l'Église catholique d'appuyer le processus électoral en apportant sa contribution pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. 90 jeunes vont pouvoir réaliser leurs rêves. Ils viennent de recevoir une aide financière des mains de leur ministère de tutelle. Plus de 53 millions ont ainsi été répartis ces promoteurs issus de 4 régions du Burkina. Le point avec Kosun Koulibaly et Estelle Judith Assoa. Ils étaient 150 jeunes au départ, issus des régions de l'Oukoul du Mou, du centre, au bassin et du plateau central, à avoir présenté leur projet. Après sélection, 90 promoteurs voient leur micro-projet retenu. Ils reçoivent leur chèque des mains des autorités du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le montant total de ces chèques s'élève à 54 millions de francs CFA. L'ensemble de ces financements contribuera à créer dans 4 régions plus de 200 emplois. Les bénéficiaires s'en réjouissent et promettent d'en faire un bon usage. Je compte ouvrir mon garage avec ça et travailler et embaucher des gens aussi pour travailler avec moi. J'ai reçu 650 000 pour mon projet, et plus de doyons et de tomates. J'ai commencé la pépinière, faire la pépinière d'ici le mois de septembre, début octobre pour les piquer. J'ai un chèque de 500 000 pour un projet de fabrication et conservation des vêtements pour bébés. Ce sont des vêtements qu'on porte à la machine. Je travaille avec des filles handicapées comme on fait là au-dessus et je vais les engager qu'on puisse travailler ensemble. Cette remise de chèques vise à améliorer les conditions de vie de ces jeunes. Elle s'inscrit dans le cadre des mesures sociales adoptées par le gouvernement le 11 septembre 2013. Les acteurs du monde de la recherche et de la propriété intellectuelle se préparent pour le Salon international de l'innovation technologique prévu pour se tenir en octobre prochain à Bamako. La promotion des inventions et l'appropriation de la propriété intellectuelle dans les activités de développement et le tout ça dans l'espace OAPI fait l'objet d'un séminaire en cours actuellement à Ouagadougou. Hippolyte Milogo et Evelyne Dabiré. Et pour préparer le 7e salon de l'innovation prévu pour se tenir à Bamako, Mali, courant octobre 2015, le présent séminaire se tient. Un séminaire au cours duquel les caisses de la protection des inventions, des innovations et des propriétés intellectuelles seront abordées. Ce salon est une vitrine de promotion de l'invention et de l'innovation. Et c'est également un grand rendez-vous de partage d'idées, d'échanges au niveau de l'espace OAPI qui regroupe environ 17 pays.
Au cours des travaux, les participants seront outillés sur les aspects généraux de la propriété intellectuelle et sur le fonctionnement du Fonds d'aide à la protection de l'invention. Il est prévu de présenter la stratégie de l'OAPI en matière de promotion de l'innovation. Ensuite, il y aura également une présentation sur la politique de financement de l'innovation par une présentation du fonds d'appui à la promotion de l'innovation. Et la maîtrise de cette question sera un plus pour les participants afin qu'au Salon de Bamako, des mesures soient prises pour inciter les pays membres de l'API, l'Organisation africaine de propriété intellectuelle, à la protection des œuvres. On en vient à ce symposium sur les actualités de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Quelles sont les perspectives? La rencontre de Ouagadougou s'y attelle et les participants viennent de plusieurs pays de la sous-région et du monde. Gérard Sommet, Kadisanogo. Ils sont prestataires de soins, médecins, venus des 13 régions du Burkina, prennent part au symposium sur l'actualité de la thérapie antirétrovirale. Le traitement des PV-VIH par les antirétroviraux ARV constitue une phase capitale de leur prise en charge médicale. Les protocoles thérapeutiques évoluent. Il est important que nous puissions nous arrêter à un certain moment pour faire le point des protocoles qui existent et surtout de voir quels sont les nouveaux protocoles qui existent. Ils sont d'actualité en fonction de l'avancée technologique pour procurer encore un meilleur confort aux patients. La collaboration des laboratoires Mylan avec le Burkina remonte aux années 2008 avec Matrix. Depuis cette date, le Burkina commande régulièrement des ARV à travers la CAMEG. Sage a fourni à près de 7 milliards de personnes prises en charge des antirétroviraux. Et ce n'est pas seulement les antirétroviraux, Mylan ont également des services, c'est-à-dire un suivi. Au cours de ce symposium, les 100 participants vont se pencher sur la situation épidémiologique de l'infection VIH au Burkina, les schémas thérapeutiques en vigueur au Burkina, l'engagement des laboratoires Mylan dans la thérapie antirétrovirale. Le ministre en charge de la culture, Jean-Claude Dioma, est à la tête d'une délégation en tournée dans la capitale burkinabé. Objectif, se rendre compte des conditions de travail des promoteurs privés évoluant dans les domaines comme le théâtre, le cinéma ou la production musicale. Aruna Maré et Koulibaly. C'est l'espace Gambie que débute autour du ministre de la culture et du tourisme aux promoteurs privés de la capitale. Le centre de formation métier du cinéma, la deuxième étape. Quand on essaie de faire un certain travail et que des responsables tels que le ministre de la Culture prennent le temps de venir comprendre ce que vous faites, ça ne peut être qu'une source d'encouragement. On n'a pas toujours tous les moyens nécessaires pour faire au mieux. Mais s'il y a déjà le soutien moral, je pense que cela est quelque chose qui nous stimule et nous pousse à actuer. À travers de cette tournée, Jean-Claude Dioma s'est aussi entretenu avec le PDG de Cédoni Productions, dont la tour s'investit dans la production musicale. Autre centre visité, l'atelier théâtre burkinabé de Prosper Compound. Des visites guidées suivies d'échanges ont ponctué cette tournée. Partout là où nous sommes passés, on a une avancée très sérieuse, tant dans les infrastructures, tant dans le contenu de ce qu'ils font comme production, création, mais également d'un point de vue organisationnel. Et c'est ça qui me réjouit le plus de constater que des gens se sont investis et qui continuent à se battre. Et ça, vraiment, je tiens à les saluer. À chaque étape, ces hommes de culture ont parfait le point des projets en cours dans les structures respectives. Le ministre exprime sa disponibilité à les accompagner dans la lutte des possibilités de son département pour le rayonnement de la culture Faso. Visite guidée également dans le plateau central à la suite de l'association Belouette. Des autorités locales et sous-régionales en savent plus sur l'exploitation des feuilles de moringa. Elles ont par exemple été édifiées sur la place de choix qu'occupe la plante aux 1000 vertus dans les habitudes culinaires. Adama Guiti et Léonore Oudraogo. 40 hectares pour valoriser le moringa avec plus de 70 000 plants, c'est l'ambition affichée par l'association Beloué. Après 2 ans d'entretien du champ, l'association lance ici l'exploitation du moringa avec la commercialisation future par cette ville guidée. À travers justement la promotion de cette plante miraculeuse, il y a de l'emploi qui sera créé et dans toutes les provinces pour ceux qui vont apprendre les secrets du moringa. Reconnu pour ses richesses nutritionnelles, le moringa est aussi apprécié pour ses vertus thérapeutiques. La plante moringa oleifera, c'est une plante qui est utilisée dans le traitement des malnutrition, qui est utilisée
dans la lutte contre les maladies infectieuses, contre le diabète, contre l'hypertension, qui sont devenues des maladies de société. Des valeurs que le gouvernement burkinabé entend promouvoir avec un appui possible de l'association. Nous sommes de passage, mais pendant ce bref temps, tout ce qui est faisable pour promouvoir cette plante miraculeuse, vraiment au niveau du département, on va le faire, parce que c'est un plus sur le plan santé, c'est vraiment bénéfique pour nous. Les Nigériens vivant au Burkina Faso sont tenus à participer à cette visite guidée en de partager l'expérience avec les leurs qui ont déjà l'habitude de consommer le moringa. Dans les prochains jours, l'association Belouet entend agrandir le champ en exploitation avec 126 pieds, l'espace déjà sécurisé. Permettre au secteur privé d'être plus compétitif sur le marché international, l'Union européenne fixe le PADSP, le programme d'appui au développement du secteur privé. Plus de 203 millions de francs CFA vont ainsi profiter aux structures privées concernées par le programme, plus précisément avec Paul Gagré et Fomi Marie. D'une valeur estimée à 200 000 de francs CFA, ce dont est constitué de matériel informatique, bureautique et accessoires. Par cette initiative, l'Union européenne vole ainsi au secours du secteur privé du Burkina Faso à travers le programme d'appui au développement du secteur privé PSC, les structures dans le secteur privé qui vient sans une amélioration des activités. Pour une organisation comme la MAD, qui est une organisation d'appui à la qualité au Burkina, elle sera naturellement restructurée de fond en comble à travers des activités comme des études. D'autres appuis sont également attendus, toujours dans le cadre de ce programme dans les jours à venir. Ceci en vue de former ce privé aux exigences internationales en matière de compétitivité. Appuyer le travail de formation, le travail des études, le travail de la qualité. On va continuer là-dessus à travers des fonds qui vont être mis à disposition de tout le dispositif d'amélioration de la qualité, de la compétitivité des entreprises burkinabées. Et de ce point de vue, il est important pour le département de faire en sorte que ce secteur privé-là soit doté de moyens afin de pouvoir effectivement faire face à la compétition internationale. D'une durée de 4 ans, ce programme a pour objectif de contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté par l'accompagnement du secteur privé. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO continue de susciter bien de commentaires dans vos quotidiens. La revue de la presse de ce 15 juillet est signée Evelyne Dabiré. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO a fait encore couler de l'encre. Dans vos quotidiens de ce 16 juillet, le gouvernement s'explique, informe aujourd'hui au Faso. Une explication donnée par le porte-parole du gouvernement dans l'Observateur Palga. La Cour de la CEDEAO reconnaît tout de même à l'État burkinabé le droit de restreindre l'accès au suffrage et précise que les restrictions ne doivent concerner que les dirigeants de l'État qui étaient au pouvoir au moment des faits et non les citoyens ordinaires. Et dans le quotidien, certains apprécient cette décision comme une insulte à la mémoire des victimes de l'insurrection populaire, quand d'autres estiment qu'il faut saluer la décision qui va permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Dans sa rubrique Myria, l'Express du Faso tempère. Il est important que les uns et les autres jouent la balle à terre. Décision du gouvernement, rapporte le pays, il faut nous laisser le temps d'analyser. Au sujet d'actualité, Sidoé a fait une analyse de la situation politique nationale à travers cette interrogation. Les sages sauveront-ils la transition? L'Observateur Palga informe que le cadre de concertation des sages a en principe clôturé ses travaux hier dans la soirée et rien n'a filtré de cet entretien. Notre journal Le Quotidien peint les conséquences sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et sociaux s'il y a un chamboulement gouvernemental à quelques encablures des élections. Et l'ambassadeur de France, interrogé par mon confrère du Quotidien, monte au créneau. Les règlements de compte doivent cesser. Le peuple n'a pas à en être l'otage. Attention, gouffre, prévient Le Quotidien. Dans quelques instants, je vous retrouve pour la lecture du Conseil des ministres. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.